Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec la suite et la fin de notre série de reportages consacrée à une grande conférence dédiée à la protection des océans qui avait lieu au Chili début octobre. Nous parlerons de la journée européenne du patrimoine qui se prépare en principauté. Nous assisterons au salon de la croisière pour vous dévoiler les tendances 2015. Et nous terminerons avec le premier Grand Prix féminin de la Fédération internationale d'échecs. Vous avez récemment entendu parler de l'île de Pâques à l'occasion de la grande conférence dédiée à la protection des océans qui avait lieu au Chili début octobre. Le gouvernement chilien avait notamment annoncé une aire marine protégée autour de cette île. Le souverain vient justement de s'y rendre pour une autre thématique. Voyez ce reportage. L'île de Pâques ou Rapa Nui pour les insulaires, cette île mythique polynésienne regorge de mystères avec ses gardiens de pierre appelés moai, un déplacement princier ponctué par la visite de différents sites. L'objectif, consolider les liens entre la Fondation Prince Albert II et des partenaires autour de la thématique du reboisement. L'île de Pâques a été largement et presque totalement déboisée dans les siècles précédents et il s'avère que nous avons la possibilité de monter un partenariat qui est régional et international avec le Jardin botanique de Menton d'une part et avec les instituts forestiers afin de permettre un reboisement à partir de semences qui sont conservées sur les bords de la Méditerranée depuis un certain nombre de dizaines d'années. De l'île de Pâques, la délégation monégasque s'est rendue à Tahiti. Le prince a été accueilli à son atterrissage par le président de la Polynésie française. Bernard Fautrier de la Fondation, Robert Calcagno de l'Institut océanographique et Cécile Gaspard de l'Association de la protection des tortues marines, Te Mana o Te Moana, ont signé un partenariat. Le but est de pouvoir former un grand nombre de personnes en Polynésie française pour mieux observer les tortues marines, repérer les espèces. Il y a sur les 7 espèces de tortues marines qui existent dans le monde, 5 fréquentent les eaux de la Polynésie française. Et donc il faut les reconnaître, bien les analyser, savoir identifier la taille, essayer de les reconnaître. Donc ce sera notre action aux côtés de cette association Te Mana o Te Moana. Je pense que la Polynésie est un énorme laboratoire d'études et qu'on se sent toujours un petit peu isolé dans notre coin et ce partenariat va beaucoup nous aider, à la fois en termes de rayonnement, bien sûr en termes de prestige, mais aussi beaucoup en termes d'aide et de collaboration. Une des thématiques principales cette année sera orientée sur les tortues marines, puisque c'est une de nos spécialités au niveau de l'association Te Mana o Te Moana, et que c'est aussi la thématique choisie par l'Institut océanographique pour développer des expositions, un livre et des actions particulières pour la protection des tortues marines. À l'issue de cette signature, direction Kiribati, en plein milieu du Pacifique, pour assister à un colloque sur les changements climatiques et les incidences migratoires. C'est une conférence qui aide à sensibiliser aux problèmes de ces petits États insulaires qui sont directement touchés de plein fouet par les changements climatiques et leurs conséquences adverses. Ce sont des États dont, je dirais, les terres émergées sont très proches du niveau des eaux et donc elles sont vraiment confrontées à un problème qui prend pour certains une urgence importante. Une signature entre les dirigeants de l'archipel polynésien et le souverain a conclu ce colloque.
Retour en Principauté, vous le savez, tout au long de cette semaine, nous vous proposons de découvrir des lieux emblématiques de la Principauté à l'occasion de la 20e journée européenne du patrimoine. Alexandra Pani a cette fois-ci poussé les portes de l'Académie de danse Princesse Grace. Surplombant le port Hercule, la Villa Casami a dédié depuis 40 ans à l'enseignement de la danse classique. Depuis sa création, l'établissement a formé des générations de danseurs, devenus par la suite solistes ou étoiles dans de grandes compagnies internationales. En 2009, Luca Massala en prend la direction. C'est un lieu magique, la villa de Madame et Monsieur Sanger, qui a été donnée à la Principauté, pour en faire un lieu de culture et d'éducation. On enseigne à des jeunes enfants entre 14 ans et 18 ans à danser, en éducation aussi scolaire normale, et un peu, comme je dis toujours, un peu une école de vie aussi, car voilà, on leur enseigne aussi les difficultés du métier, pas seulement dans les studios, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pendant la journée du patrimoine, le public pourra découvrir l'architecture de style Belle Époque de cet établissement, ainsi que ses jardins. Le directeur artistique en personne effectuera la visite guidée. J'aimerais bien leur montrer quelque chose, une autre journée de ce qu'on vit tous les jours. En fait, je n'essaye pas de faire quelque chose de différent, pas de spectacle. En fait, les gens vont arriver, il y a une petite visite qui va durer 1 heure, qui est guidée par moi, où je leur explique un petit peu l'histoire du bâtiment, je leur explique un petit peu comment je recrute les élèves qui ont été formés dans cette école depuis déjà 40 ans. Et après, je les ramène dans tous les niveaux de l'académie. C'est un bâtiment qui a 7 niveaux. Il y a 3 niveaux qui sont les dortoirs des élèves, naturellement. Là, on marchera juste dehors, je montrerai les jardins. Mais après, on montera dans les studios de danse, ou comme ici aussi un studio, des salles de remise en forme. Et dans chaque studio, je demanderai au professeur de donner un cours. Comme ça, le public peut voyager dans les différents étages et voir des différents styles de danse aussi, la danse classique, danse contemporaine, composition, etc. Les Journées du patrimoine offrent la possibilité aux résidents de la Principauté et de la région de découvrir des lieux exceptionnels, souvent tenus à l'abri des regards du grand public. Pour découvrir l'intégralité du programme de cette journée du 18 octobre, rendez-vous sur le site internet de l'opération. Je vous propose à présent de rejoindre le Méridien pour la 7e édition du Salon de la Croisière qui s'est déroulé dimanche dernier. L'occasion pour les visiteurs de découvrir de nouvelles compagnies et de nouvelles destinations. Un reportage de Frédéric Elion. Envie d'ailleurs, de découverte, de nouveaux pays, le tout sur les mers et océans du monde entier. La 7e édition du Salon de la Croisière s'est tenue dimanche dernier au Méridien. L'événement organisé par Jet Travel Monaco rassemble clients, armateurs et compagnies de croisière. Croisière détente, découverte, de luxe ou encore croisière expédition. Ce salon est l'occasion de découvrir les nouveautés et tendances pour de futurs voyages. Il y a une tendance sur une recherche d'itinéraires. Avant, le prix était très important. Aujourd'hui, les prix sont toujours très intéressants. Il y a plein de promotions. Mais aussi, ils cherchent des itinéraires beaucoup plus particuliers. Il y a plus de croisières dans les pays asiatiques. Ils recherchent des croisières en Amérique du Sud et des croisières d'exploration comme Arctique, Antarctique. Près de 1500 personnes sont venues visiter ce salon de la croisière dimanche. Des familles à la recherche de futures vacances, mais aussi les initiés comme Alain, un habitué des croisières depuis 7 ans. On voulait connaître un petit peu autre chose que ces croisières à grande capacité. Donc il y a pour toutes les gammes, donc il y a toutes les différentes régions du monde, pour les gens qui préfèrent le chaud, le froid. On a voulu connaître aussi des compagnies de type français, donc on a vu Croisières de France et ici c'est Croisières du Ponant. Le fait d'avoir des bateaux de plus petite structure, ça nous permet de rentrer plus profondément à l'intérieur des terres et d'aller dans des endroits où on ne peut pas aller avec ces gros bateaux. Les acteurs mondiaux les plus importants du monde de la croisière étaient présents sur ce salon avec 19 compagnies représentées. Des conseillers croisières étaient sur place pour aiguiller les clients et répondre à leurs interrogations et leurs envies. Les clients recherchent chez nous une petite unité et puis le fait qu'on propose du voilier. Donc en fait, ce qu'ils recherchent, c'est d'allier le confort moderne des bateaux d'aujourd'hui au classicisme et au fait qu'on propose de la voile. L'été, on va être sur Cannes, Monaco, Rome, Athènes, Venise.
et l'hiver sur les Caraïbes, destination chaude, puisqu'on est un produit qui est tourné vers l'extérieur, donc sur la Barbade, sur Saint-Martin, sur Cuba notamment. Prochaine édition de ce salon de la croisière, en 2017, l'événement ayant lieu tous les 2 ans. Et si vous n'avez pas la chance de partir en croisière, vous pourrez peut-être assister à la dernière création de la troupe des Farfadets, Figure libre, qui aura lieu le 23 octobre prochain au Théâtre des Variétés. L'idée est née quelques jours après les attentats de janvier à Paris. Patricia Navarro a rencontré Sophie Cossu, qui est à l'origine de la création de la troupe, il y a 10 ans maintenant. Et c'est vrai que voilà, nous avions envie de parler de cette liberté d'expression, pour la simple et bonne raison que je pense, comme beaucoup d'entre nous, nous avons été très touchés et très choqués par les événements de l'année passée, enfin de la saison passée. Et que moi j'étais personnellement devant mon poste de télé, je pense comme beaucoup de gens, face à cette marée humaine qui déferlait dans Paris pour manifester sa solidarité vis-à-vis des dessinateurs de Charlie Hebdo et de tous les gens qui ont péri dans ces événements dramatiques. Et du coup, on s'est dit que c'était un besoin viscéral de s'exprimer sur ce sujet. D'abord parce que la liberté d'expression a toujours fait partie, je pense, des spécificités de la littérature française. Et donc, nous nous sommes plongés dans cette littérature pour trouver les raisons de cette déferlante humaine solidaire et unanime, pratiquement, ce jour-là. Et effectivement, on a trouvé des réponses incroyables. Et on s'est rendu compte que les problématiques n'ont pas changé et qu'elles sont toujours présentes depuis l'époque de Molière jusqu'à nos jours. Voilà. Alors comment cela s'est passé? C'est un travail à plusieurs mains. Comment se prépare une création des Farfadets? Eh bien déjà, on part toujours d'un coup de cœur, que ce soit pour un texte, un sujet ou même une personnalité. Et ensuite, on travaille sur la création. Alors c'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai fait la mise en scène et la création, mais je ne la fais jamais toute seule, vraiment, parce que enfin, moi, je pars du principe que le théâtre, c'est une affaire d'équipe, voilà, et que je ne fais pas ça pour m'auto-mettre en scène ou auto-mettre en scène mes idées. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime bien que chacun de mes comédiens y amène quelque chose. Et c'est vrai que sur cette création, j'ai beaucoup travaillé avec un de mes comédiens qui est très très doué pour la mise en scène et la création, qui est Nicolas Boisdanguien, et qui m'aide toujours beaucoup parce qu'il a une vision qui est souvent très très juste de la mise en scène, et que c'est un excellent comédien, mais je pense que c'est également un excellent metteur en scène. Ouvrons un volet sport à présent. Patricia Schroeter s'apprête à relever un nouveau défi. La pilote monégasque participera à un raid humanitaire, les Mobs du Cœur. Organisé par une bande de copines, le rallye se déroulera du 17 au 31 octobre prochain. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Cette aventure, c'est un concept totalement innovant qu'on a monté. On est un petit groupe, en fait, il y a une 30aine de participantes et on est un petit noyau d'une dizaine d'anciennes raideuses pour la plupart, à avoir monté un concept un petit peu original. On était quand même toutes plus ou moins plus intéressées par le côté humanitaire des rallyes raids que par la compétition aujourd'hui, mais en même temps on voulait quand même relever un petit défi sportif. Ce qui nous a toujours étonnés quand on était dans le désert, c'est que nous, on avait de grosses machines, que ce soit des motos, des quads, des camions, des 4x4, et qu'il y avait toujours une mobilette qui nous suivait et qui, elle, allait partout. Parce que les Berbères se déplacent énormément en mobilette. Alors on s'est dit, c'est peut-être ce qu'on devrait faire. Et donc on a monté un raid en mobilette. Et le concept est innovant. On a cherché une association locale, sur place, sur le terrain, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a un énorme travail de logistique qui s'est fait. Transporter du matériel, l'amener au Maroc, ça paraît très simple. En fait, nous, on a près de 7 tonnes de matériel. Il a fallu dédouaner, il a fallu passer par le ministère des Affaires sociales, le ministère du Sport. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de travail. La facilité, pour nous, ça a été de choisir une association locale, marocaine et reconnue d'intérêt public. On a choisi l'association Hagan parce qu'elle est dans la région de Ouarzazate, où l'année dernière, les gens ont été gravement sinistrés par des coulées de boue. Donc il y a beaucoup de besoins.
De plus, c'est une jeune association qui est aussi une association éco-solidaire. Donc ça nous a vraiment intéressés et on s'est rapprochés d'eux et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses formidables avec eux. Depuis le début du mois, les échecs étaient à l'honneur en principauté avec le premier Grand Prix féminin de la Fédération internationale. Le tournoi a réuni les 12 meilleures joueuses au monde. Retour sur l'événement avec Anthony Micou. Un plateau de rêve dans un cadre somptueux. Voilà 111 ans que le casino de Monte-Carlo n'avait plus accueilli d'épreuves d'échecs. Il s'agissait de la première étape du nouveau cycle Grand Prix, qualificatif pour le championnat du monde 2017. Les 12 participantes se sont tour à tour affrontées dans le salon de Touzet, pour ce qui était annoncé comme le tournoi le plus relevé de l'histoire. Tout à fait exceptionnel, et c'est pour ça que accueillir ces femmes exceptionnelles dans cet environnement exceptionnel, c'est vraiment un grand plaisir. Et c'est avec beaucoup d'honneur que nous réintroduisons les échecs dans le casino, et nous en remercions la Fédération monégasque qui nous a conduits à cette belle réussite. 45 coups sont effectués en moyenne par partie, et les joueuses ont environ 3 heures chacune pour déplacer leurs pièces. Pas d'élimination directe, mais un système de points, 1 par victoire, un demi en cas de match nul, et 0 pour une défaite. Au terme des 11 rondes, c'est la numéro 1 mondiale Wu Yifan, joueuse au club de Monaco, qui a tenu son rang. La victoire s'est jouée lors de l'avant-dernière manche, où la chinoise s'est facilement imposée en 29 coups face à la championne du monde en titre, Maria Muzichuk, 22 ans. Son Excellence le ministre d'État Michel Roger a effectué le premier déplacement de l'antépénultième ronde, opposant l'Ukrainienne au grand maître international féminin Natalia Pogonina. Une confrontation qui a accouché d'un match nul, le 5e de la compétition pour l'actuelle championne du monde. Toutes les conditions étaient réunies pour que cet événement soit une réussite. Le président de la Fédération internationale des échecs est venu dans le casino en fin 2013. Je lui ai fait visiter les salons, la salle médecin, le salon Touzet. Et je vous dis, il avait des étoiles plein les yeux. Et donc on a concocté avec la Fédération internationale le plus fort plateau. C'est effectivement le plus fort tournoi féminin. Jusqu'à présent, ça va être difficile de battre ce plateau-là. Très concentrée pendant la douzaine monégasque, Wu Yifan, 21 ans, championne du monde 2010-2011 et 2013-2014, ne s'est inclinée qu'une seule fois. C'était lors de la 2e ronde face à sa dauphine au classement mondial, également membre du cercle d'échecs de Monte-Carlo, l'Indienne Umpi Koneru. Grâce à son excellent bilan, la Chinoise prend la tête du Grand Prix. La représentante française Almira Skripchenko, capitaine et ambassadrice du CEMC, s'est-elle payé le luxe de battre la numéro 4 mondiale, Anna Muzichuk, sa coéquipière rouge et blanche. Belle performance d'une autre licenciée monégasque, la Suédoise Pia Kramling, qui se classe dans le top 5 final. 2 prix de beauté ont récompensé les 2 parties ayant offert le plus de suspense. Le tournoi a tenu toutes ses promesses et les reines des échiquiers vont se rendre dans les prochains mois en Iran, en Géorgie, en Chine, en Ukraine, puis en Mongolie, afin d'obtenir leur ticket pour le mondial 2017. Et en bref, dans le reste de l'actualité monégasque, sachez que le déjeuner d'automne de l'Union des femmes monégasques aura lieu le samedi 24 octobre au Café de Paris. Les inscriptions sont désormais ouvertes au siège de l'association. Et vous le voyez à l'image, la Société Saint-Vincent de Paul Conférence Saint-Charles organise jusqu'au samedi 17 octobre sa kermesse d'automne à l'église Saint-Charles de 10h à 18h. Sur le parvis de l'église, de nombreux stands proposent différents articles. Les bénéfices permettront de venir en aide aux personnes en difficulté, aux mères abandonnées et aux personnes âgées. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Et avant de terminer cette édition, voici les tendances météo pour ces prochains jours. Vendredi, un ciel mitigé au programme avec des températures qui iront de 14 à 17 degrés. Samedi, amélioration du temps avec un mercure stationnaire à la veille. Dimanche, ciel incertain, grande partie nuageux et température proche des normales. Et enfin lundi, un ciel partagé entre nuages et quelques averses avec une maximale de 18 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro d'Asphalte qui vous embarque à bord de la dernière Mercedes AMG GT. À très bientôt sur Monaco Info.
La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.